Comment je peux multiplier mes revenus en créant plusieurs logements dans une maison individuelle? C'est ce que je vous explique juste après dans la vidéo. On a très souvent cette question. J'aimerais diviser une maison en deux, j'aimerais avoir un appart en bas, en haut. Je vous explique exactement tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut respecter pour que ce soit légalement validé et que vous puissiez louer à plusieurs personnes ou éventuellement revendre cette maison en lots séparés. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir diviser une maison individuelle en plusieurs logements. Mais d'abord, on va voir quel serait l'intérêt de faire ça. Ça va vous permettre finalement d'acheter une maison en un seul lot et ensuite de générer plusieurs sources de revenus. Donc, c'est-à-dire qu'auprès de la banque, vous allez pouvoir réduire le risque puisque vous allez prouver que pour un seul et même crédit et un seul et même logement, vous avez plusieurs revenus au même titre que vous investiriez par exemple dans un immeuble de rapport. C'est aussi très intéressant si on souhaite investir dans un bien dans lequel on souhaite s'installer en tant que résidence principale et éventuellement comme un style de house hacking, vivre gratuitement. Du coup, on pourrait par exemple vivre au rez-de-chaussée ou à l'étage, vice-versa, et louer l'autre bien et donc ça permettrait de couvrir une grosse partie de nos charges. Par contre, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas juste acheter une maison et se dire celle-ci je souhaite la diviser et ainsi faire les travaux et donc mettre en location par la suite. Il faut obtenir des autorisations. Donc c'est ce que je vais vous expliquer juste maintenant. Comment ça va se passer auprès d'une mairie par exemple si on souhaite diviser une maison? Il va falloir absolument souvent prouver qu'on peut créer des places de parking. Pourquoi elle fait ça? Elle souhaite éviter que dans une rue assez pavillonnaire par exemple, il y ait toutes les maisons qui soient divisées en deux logements et qu'il y ait 2 fois plus de voitures et que du coup on puisse absolument plus se stationner pour éviter tous les stationnements sauvages. Donc ce qu'elle exige très souvent, c'est premièrement de la création de places de parking. Donc c'est très important de se renseigner auprès du service urbanisme ou directement sur internet sur le PLU. Donc c'est tous les règlements qui vont régir les réglementations autour de l'urbanisme et ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. Et donc de regarder dans le secteur dans lequel vous souhaitez acheter une maison, qu'est-ce que je vais devoir faire en contrepartie? Est-ce qu'il y a certaines choses que je vais devoir respecter? Si vous avez un doute et que vous n'arrivez pas à lire ces documents, allez directement voir le service urbanisme, faites un rendez-vous avec eux, ils vous diront ce qui est possible et pas possible. Une fois que vous savez ce qu'il est possible de faire dans ces cas-là, vous pouvez déposer la demande auprès du service pour obtenir l'autorisation. Très souvent, ça passe par une déclaration préalable. On ne fait pas forcément d'ajout de surface habitable, on prend la même maison telle quelle, on souhaite juste faire 2 entrées indépendantes et donc parfois ça n'exige pas forcément qu'il y ait une modification de la façade, ça n'exige pas qu'il y ait plus de surface habitable, il faut juste par rapport à votre projet voir ce qui va être modifié et ce qui n'est pas modifié si vous avez juste besoin d'obtenir l'autorisation. Une fois que ça c'est validé, et bien dans ces cas-là vous allez pouvoir faire une demande auprès de Enedis. Enedis c'est tout ce qui touche à l'électricité et donc c'est eux qui viendront vous installer votre 2e ou 3e compteur en fonction du nombre de logements que vous souhaitez créer, mais Enedis n'interviendra pas tant que vous n'aurez pas votre autorisation de la part de la mairie. Ensuite, c'est très important de faire ce rendez-vous avec Enedis avant de commencer les travaux d'élec, puisque c'est eux qui vont aussi vous préconiser certaines manières de faire vos travaux électriques, certains emplacements à prévoir pour le tableau, pour les colonnes, etc. Donc c'est vraiment important de l'anticiper parce que ça génère des coûts et aussi du coup si vous commencez quelque chose avec un électricien et qu'il faut recommencer, vous allez payer doublement pour rien. Donc faites ces premiers rendez-vous avec Enedis, c'est pour demander un 2e raccordement en tant que particulier ou professionnel en fonction de si vous achetez en nom propre ou en société et vous verrez une fois que vous avez un chargé d'affaires qui vous est affecté, vous faites des rendez-vous sur place, vous pouvez faire venir votre électricien aussi si ça vous rassure et donc faire le nécessaire pour que les travaux soient faits en bonne et due forme. Une fois que ça c'est fait avec Enedis, et bien vous pouvez démarrer les travaux. Donc très souvent ça va vous engendrer des travaux électriques puisqu'on l'a vu il vous faut un autre compteur, des travaux de plomberie éventuellement si vous souhaitez séparer les réseaux. Alors pour ça il faut savoir que pour diviser une maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 compteurs d'eau. Vous pouvez avoir des compteurs divisionnaires, donc un seul compteur, mais qui vient quand même calculer la consommation des 2 appartements. Il n'y a vraiment que pour l'électricité que vous êtes obligé d'avoir 2 compteurs, un compteur par logement et un compteur du coup pour les parties communes. Vous pouvez quand même diviser les réseaux d'eau si vous voulez et ensuite bien faire les travaux éventuellement pour créer une place de parking supplémentaire si vous en avez besoin. Sachez aussi que parfois en mairie, pour les places de parking, ils vont pas accepter que les places de parking soient l'une derrière l'autre. Par exemple, si vous avez un garage et que devant vous avez une autre place de parking avec votre portail pour sortir, parfois les parkings comme ça en enfilade sont pas forcément acceptés. Ils préfèrent que les parkings soient côte à côte. Si vous avez une maison avec le petit portillon pour rentrer en piéton et le portail, vous pouvez éventuellement enlever par exemple ce petit muret entre les deux et vraiment faire des places de parking face à face. Ça c'est à vous de voir avec la mairie ce qui est autorisé, ce qui serait possible et envisageable de faire. Une fois que vous avez fait
fait vos travaux, vous allez pouvoir mettre en location le bien. Attention de vous assurer que éventuellement vous avez besoin de demander un permis de louer en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, une fois que vous avez votre autorisation, que vous avez fait venir Enedis, que vous avez fait vos travaux, en réalité, la maison, elle est divisée. Par contre, si vous souhaitez revendre les lots séparément, donc tant que vous habitez dans le bien ou que vous mettez en location les 2 ou 3 biens, mais que tout l'ensemble reste à vous, ça s'appelle une monopropriété. Ça veut dire que c'est la même personne qui est propriétaire de l'ensemble. Par contre, ce qui diverge de ça, c'est une copropriété. C'est dès lors que dans un seul et même ensemble, il y a au moins 2 propriétaires différents. Donc, si vous souhaitez revendre cette maison, dans ces cas-là, il faudra, avant de pouvoir le faire, créer une copropriété, puisque auprès de chez le notaire, on va signer les documents qui disent que vous vendez, par exemple, l'appartement du rez-de-chaussée, mais vous restez propriétaire, par exemple, de l'étage. Si jamais vous voulez revendre l'ensemble, mais vous avez quand même fait la division des logements, mais que vous vendez l'ensemble, ça reste une monopropriété, vous n'avez pas besoin de faire de copro. Par contre, si du coup vous voulez vendre en séparé, faire du cash en plus, vendre un des appartements et garder l'autre, peu importe, dans ces cas-là, créer une copro. Et là, comment ça se passe? Il faut premièrement faire venir un notaire ou un géomètre pour rédiger l'état descriptif de division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils viennent mesurer l'ensemble du bien et on vient créer ce qu'on appelle les lots. Donc par exemple, il y a un appartement, c'est le lot 1, j'ai le lot 2, c'est le deuxième appartement, le lot 3, c'est une cave, le lot 4, c'est une place de parking. Donc on vient créer tous ces lots et on vient créer aussi ce qu'on appelle les tantièmes. Donc finalement, les tantièmes, c'est quoi? C'est ce que va permettre par la suite de calculer combien est-ce que, si on a des travaux à faire pour 10 000 €, combien est-ce que doit le propriétaire de tel appartement, combien est-ce que doit celui-ci, parce que plus vous avez de tantièmes dans un ensemble, plus vous allez payer. C'est-à-dire que très souvent, ce sera le cas si vous avez l'appartement le plus grand, si vous avez en plus une place de parking, un jardin, etc. Ben, tout ça, ça représente, vous avez plus de poids dans la copro que la personne qui aura par exemple un studio sans aucune annexe. Donc c'est important de faire, enfin c'est obligatoire de toute façon de faire ce document-là, donc c'est un état descriptif de division. Et ensuite, il faut aussi créer le règlement de copropriété. Donc ça, c'est 2 choses différentes, mais c'est 2 choses qui sont obligatoires pour créer une copro. Et le règlement, c'est ce qui va venir régir un peu la vie de l'immeuble. Est-ce que par exemple, comment est-ce qu'on fait ce fonds de travaux dont on a besoin? Quelles sont les autorisations dans la copro? Est-ce que on souhaite refuser par exemple les locations courte durée ou les colocs? Enfin, c'est vous qui le faites rédiger avec un notaire également. Et une fois qu'on a ces 2 documents et qu'on a fait faire un diagnostic technique, donc un dossier sur l'amiante, DPE, etc., donc tout ce qui est obligatoire, et bien avec ces éléments-là, on va pouvoir aller déposer, enregistrer et immatriculer, du coup obtenir un numéro d'immatriculation de la copropriété auprès de l'ANA. Et vous pouvez avoir une copropriété qui est bénévole ou alors vous pouvez avoir une copropriété qui est suivie par un syndic. Et ça, une fois que vous avez ça et ces documents, et bien vous pourrez faire une vente divisée en lots et ensuite ces documents sont transmis au notaire pour signature. C'est la même chose si vous achetez par exemple un immeuble qui aujourd'hui est en monopropriété, donc vous l'achetez vous dans son ensemble. Si les compteurs sont déjà tous divisés, donc les compteurs électriques, dans ces cas-là, vous allez pouvoir créer cette copro avec les mêmes démarches que je viens de vous expliquer et donc revendre lot par lot. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous avez peut-être acheté un ensemble, par exemple 500 000 € où il y a 5 lots dedans, mais si vous les vendez plus de 100 000 € chacun de ces lots, vous allez faire une plus-value et très souvent, c'est super intéressant. Donc voilà comment vous pouvez diviser une maison, revendre une maison en lot ou éventuellement revendre un immeuble que vous aviez en monopropriété et que vous créez en copro. Vous avez maintenant tous les outils pour diviser une maison ou éventuellement revendre aussi à la découpe un immeuble. Je vous ai tout expliqué. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un message sur Instagram où on met aussi énormément de contenu sur l'IMO. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.